Ton esprit est une salle de commandement, des écrans, des alarmes et des leviers internes qui répondent à chaque mot que tu entends et à chaque souvenir qui s'allume. Lorsque tu cèdes le contrôle, le bruit prend des décisions pour toi. Un commentaire actif déclenche la colère, un souvenir maltraité agit comme un sabotage, une pensée en boucle consomme de l'énergie comme si tu laissais toutes les lumières allumées. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est l'interprétation que tu fais du monde. Le stoïcisme ne sucre pas cette vérité. Tu ne contrôles pas le climat extérieur, tu contrôles les commandes internes. Ton jugement, ton focus, ta réponse. Ce parcours ne promet pas un réconfort facile, il promet une force réelle. Nous allons ajuster les filtres mentaux, couper l'entrée des pensées qui intoxiquent, placer des gardiens à la porte du langage interne et redonner de la discipline au corps lorsque l'émotion tente de prendre le volant. Psychologie profonde pour reconnaître l'ombre qui pousse les réactions automatiques et principe stoïcien pour les transformer en décisions conscientes. Celui qui contrôle ses commandes internes ne vit pas à la merci des caprices d'autrui ni des impulsions momentanées. Il vit avec une tension calme, avec présence et direction. Reste jusqu'à la fin et prends place au centre de contrôle. À partir de maintenant, tes réponses t'appartiennent. 1. Réponds depuis ton centre, pas depuis ta blessure. Ton esprit est un réacteur avec un noyau blindé. Lorsqu'il reste intact, il soutient toute la structure, mais s'il se fissure, toute étincelle externe déclenche une chaîne qui dévore le calme. Répondre depuis ton centre stabilise ce noyau sous pression. Répondre depuis la blessure ouvre des vannes à l'orgueil, à la peur et au ressentiment. La blessure interprète tout comme une attaque et pousse à gagner des discussions pour ne pas se sentir inférieur. Le centre opère avec discernement, conserve l'énergie et choisit avec sérénité. C'est la norme. Gouvernement interne, pas de théâtre émotionnel. Commence par lire le corps, car le corps prévient avant les mots. Signes de blessure, poitrine comprimée, mâchoire rigide, respiration coupée, mains agitées, regard étroit, idées rapides qui cherchent à punir. Signes de centre, colonne alignée, air qui entre par le nez et sort plus long, épaules détendues, attention ouverte, objectif en premier plan. Quand le pouls monte, ralentis. 2 respirations avec expiration prolongée diminuent l'activation et redonnent le contrôle. Utilise une encre brève avec la paume sur le sternum pour te rappeler que tu décides depuis le noyau. Ce micro-espace est ton interrupteur. Sans lui, l'émotion conduit. Avec lui, tu conduis. Ensuite, dirige la lumière vers la pensée qui essaie de dominer la scène. La blessure parle en absolu, dramatise, exige reconnaissance et déguise la peur en courage. Le centre formule en termes concrets, priorise les objectifs et respecte les limites. Applique la dichotomie du contrôle comme un bistouri. Ce que les autres disent ou font ne dépend pas de toi. Ta lecture et ta conduite, si. Installe une question guide qui coupe le théâtre mental. Quelle réponse honore mes valeurs et protège mon énergie à long terme? Si la conversation monte en température, utilise le protocole en 3 étapes. Pose 2 respirations pour freiner l'inertie. Demande quel objectif réel tu cherches et nomme-le à voix basse. Clarté, limite ou solution. Procède avec des phrases courtes, fermes et sans venin. Je n'accepterai pas ce ton. Révisons les faits. Je ferme la conversation si elle continue. Évite le sarcasme et les étiquettes, car ils nourrissent la blessure et érodent ton autorité interne. Maintiens la posture corporelle comme ancre du message, car le corps communique avant la voix. Si l'environnement insiste pour intensifier le conflit, retire-toi avec composture et planifie une révision à froid. Te retirer ne signifie pas te rendre, cela signifie préserver le commandement pour répondre mieux. L'important n'est pas de gagner le moment, mais de maintenir le gouvernement intérieur tout au long de la journée. Entraîne-toi chaque jour dans de petits scénarios pour ne pas échouer dans les grands. Prépare des scripts sobres pour des scènes répétées et pratique-les jusqu'à ce qu'ils sortent sans effort. Face au sarcasme, je ne joue pas à ça.
Face à la provocation, je ne vais pas réagir, je vais décider. Face à l'injustice, je présente des faits, je garde ma composture et je suis mon processus. Renforce le centre avec une hygiène mentale et des limites claires. Réduis les stimuli qui enflamment l'humeur, limite les discussions stériles, évite les comptes qui vivent de l'indignation et restreins l'accès des personnes qui cherchent un conflit permanent. Nourris ce qui renforce le noyau, lecture sobre, silence opérationnel, mouvement physique pour libérer la tension accumulée. Lorsque l'impulsion de te justifier apparaît, rappelle-toi que le besoin de convaincre est souvent un signe de blessure. La clarté se démontre par des actions cohérentes. Termine la journée avec une révision honnête. Écris 3 moments où tu as agi depuis la blessure et rédige comment aurait été une réponse depuis le centre. Transforme ces apprentissages en micro-engagements pour demain. Garde un slogan opérationnel à portée de langue et utilise-le comme interrupteur lorsque l'environnement exerce une pression. 2. Ne nourris pas les pensées qui t'affaiblissent. Tes pensées sont comme des applications en arrière-plan. Les légères optimisent les ressources. Les toxiques drainent la batterie jusqu'à te laisser sans signal interne. Chaque idée que tu répètes installe un processus qui consomme de l'énergie, tend le corps et fixe l'humeur. Si tu nourris des récits de défaite, la respiration se raccourcit et le focus se réduit à l'erreur. Si tu choisis des pensées fonctionnelles, il reste de la place pour décider. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de l'hygiène mentale. Filtrer ce qui entre, soutenir ce qui aide et rejeter ce qui intoxique. Premier pas, détecter. Les pensées qui affaiblissent ont tendance à sonner comme ça. Je ne suis pas à la hauteur, tout se complique, je suis sûr qu'ils vont m'attaquer, je ne change jamais. Reconnais-les par leur ton absolu, par l'urgence et par le drame. Quand ils apparaissent, étiquette, distorsion. Les nommer brise le sort et te rend ta position d'observateur. Deuxième pas, examiner. Demande avec sobriété. Cette pensée est-elle exacte, utile et contrôlable? Si elle ne remplit pas ces 3 conditions, elle ne mérite pas plus de ressources. Troisième pas, remplacer. Remplace la phrase toxique par une formulation fonctionnelle. Je ne peux pas faire face à ça. Par je peux faire face à la prochaine étape. Tout est contre moi par je me concentre sur ce qui dépend de moi. Intègre un filtre d'utilité chaque fois que tu remarques une rumination. Formule brève. Ce que je pense, est-ce que ça me renforce ou est-ce que ça m'empoisonne? Si ça empoisonne, interromps le circuit avec une consigne physique et une autre verbale. Consigne physique, 2 respirations profondes avec une expiration plus longue pour réduire l'activation. Consigne verbale, une phrase déclencheur qui redirige l'attention par exemple aux faits ou seulement ce qui est contrôlable. Répète sans théâtralité. La répétition ne cherche pas la magie. Elle construit un nouveau câblage par exposition consciente et pratique délibérée. Pratique un audit quotidien des pensées. Le matin, définis 3 lignes directrices qui fonctionnent comme des rails mentaux. Je traite mes idées comme des hypothèses. Je vérifie les faits avant de juger. Mon énergie suit mon attention. Écris-les et lis-les à voix basse avant les conversations tendues. L'après-midi, lorsqu'une boucle de préoccupation surgit, ouvre une note et transforme-la en liste d'actions concrètes. Si quelque chose ne dépend pas de toi, déplace-le dans la colonne « non contrôlable » et laisse-le partir avec une longue expiration. Ne nourris pas les pensées qui t'humilient sous le masque du réalisme. Le réalisme n'est pas du pessimisme maquillé. Le réalisme inclut les possibilités, le contexte et la marge d'influence. Ne confonds pas non plus la vigilance avec la paranoïa. La vigilance est une présence lucide et un regard sur les données. La paranoïa est une histoire gonflée qui cherche la permission de déborder. Chaque fois que le récit interne exagère les dangers, demande des preuves calmement. Quelle preuve ai-je? Quelle autre lecture est raisonnable? Quelle petite action puis-je faire maintenant? Ton dialogue interne se forme comme une langue. Constamment, correction et utilisation sur le terrain.
Évite les contenus qui ne font que provoquer, les comptes qui vivent de l'indignation et les conversations qui ne mènent à rien. Guérir le régime mental ne te rend pas naïf. Il te place en position de stratège. L'esprit n'est pas une poubelle publique, c'est un laboratoire. Protège l'entrée, mesure les résultats et améliore les processus. Si tu retombes dans la rumination, évite la punition. Corrige le cap sans drame. Chaque correction est un vote en faveur de ta force. Termine la journée avec un exercice bref. Écris 3 pensées qui ont drainé de l'énergie, 3 reformulations utiles et une petite action liée à chacune. Archive la liste et repose-toi avec la conscience que le système se calibre pendant que tu dors. Demain, tu continueras à affiner l'instrument avec le même critère. Ne nourris pas ce qui soustrait, nourris ce qui soutient. 3. Fais de la pause ton arme secrète. La pause est l'embrayage de l'esprit, le levier qui débraye l'impulsion du mouvement pour que le système ne se casse pas. Sans ce mécanisme, une émotion accélère jusqu'à la limite, une provocation devient un choc et une pensée insistante prend le volant. Avec la pause, tu récupères de la traction, redéfinis ta trajectoire et choisis ta vitesse. Ce n'est pas de la lenteur, c'est du contrôle. Cet intervalle est un laboratoire. Tu réduis le bruit, vérifies les données, alignes l'intention et alors seulement tu agis. Celui qui maîtrise la pause transforme les discussions en dialogue, les impulsions en décision et la tension en direction. Commence par le corps, car le corps marque le feu de signalisation interne. Lorsque tu ressens une pression dans la poitrine, une mâchoire rigide ou une respiration courte, active une ancre brève. Posture haute, épaules détendues, langue relâchée, 2 respirations avec une expiration plus longue. Cette micro-intervention réduit l'activation et ouvre un espace pour penser. Ensuite, concentre ton attention sur un point précis de l'environnement ou sur la sensation de l'air sortant par le nez. Nommer en silence ce qui se passe sans jugement, colère présente, ton élevé, urgence de répondre, te rend le rôle d'observateur. Avec un pouls plus bas, formule une question qui coupe le théâtre mental. Que veux-je accomplir ici? Clarté, limite ou solution? Si c'est la clarté, demande des faits spécifiques. Si c'est une limite, exprime-la avec fermeté et courtoisie. Si c'est une solution, propose la prochaine action vérifiable. Évite le sarcasme et les diagnostics de personnes, concentre-toi sur les comportements et les données. La pause ne réprime pas, elle encadre. Elle ne gèle pas non plus, elle dirige. Elle sert à rappeler la dichotomie du contrôle. Tu ne choisis pas les mots des autres, tu choisis ton prochain mouvement. Utilise des phrases déclencheuses qui ordonnent l'esprit, au fait, seulement ce qui est contrôlable. Je réponds quand c'est clair. Dans les conflits tendus, applique un protocole simple. Pause, question, procède. Pose 2 respirations pour briser l'inertie. Questionne l'objectif réel et nomme-le à voix basse. Procède avec une phrase brève, sans venin et avec une intention concrète. Évite les pièges fréquents. Faire une pause n'est pas punir par le silence, ni cacher l'évitement sous l'étiquette de la prudence. Si tu as besoin de temps, dis-le avec transparence et fixe un retour. Je répondrai dans l'après-midi avec l'information complète. Ne prolonge pas la pause au point de perdre une opportunité. Ne la réduis pas non plus à un geste théâtral. Entraîne-la quotidiennement dans des contextes petits pour ne pas échouer dans les grands. Pratique avec la boîte de réception. Avant de répondre à un message, 3 respirations et un but. Informer, demander, décider. Pratique sur la route, face à un coup de klaxon. Respire, vérifie les rétroviseurs, maintiens ta voix. Pratique en réunion. Lorsque tu ressens l'envie d'interrompre, compte jusqu'à 3 et demande des faits. Alimente le réflexe avec une routine brève au réveil, 3 respirations, une intention écrite, aujourd'hui je fais une pause avant de répondre, et une ligne directrice, moins de réaction, plus de direction. Prends soin de ton alimentation mentale, réduis les stimuli qui enflamment l'humeur et les conversations qui ne mènent à rien. Ajoute des espaces de silence opérationnel et de mouvement physique pour décharger l'excès d'activation. À la fin de la journée, note 2 scènes où tu as bien fait une pause et une où une pause a manqué.
décris ce que tu feras différemment demain. Cette comptabilité intime consolide l'habitude. Chaque pause est un vote en faveur de ton gouvernement intérieur. Chaque vote renforce ta confiance silencieuse. Et quand le coup émotionnel arrivera, tu ne chercheras pas de magie. Tu exécuteras une procédure sobre qui te maintient au centre. Pause, observe, encadre, décide. C'est ton arme secrète pour protéger la paix, soutenir la force et diriger l'émotion sans la nier. 4. Entraînez votre attention comme si c'était un muscle. L'attention fonctionne comme une fibre musculaire qui se renforce avec une tension bien gérée et s'atrophie avec des stimuli sans but. Un focus entraîné soutient des conversations difficiles, étudie en profondeur et détecte des signaux subtils avant de décider. Un focus faible se perd parmi les notifications, saute entre les tâches et finit épuisé sans résultat réel. L'entraînement exige 3 principes: charge progressive, technique correcte et repos stratégique. La charge progressive signifie augmenter la difficulté de manière graduelle pour construire la résistance sans casser le système. La technique correcte équivaut à exécuter avec posture, respiration et méthode, car l'excellence sans méthode ne se soutient pas. Le repos stratégique évite la fatigue inutile et consolide l'apprentissage. Commencez par un protocole simple. Définissez un objectif concret. Convertissez l'intention en une unité d'action vérifiable et engagez un bloc d'attention continu. Mettez un minuteur silencieux. Éliminez les stimuli superflus et décidez que pendant le bloc, seule cette tâche existe. Lorsque l'impulsion d'échapper apparaît, étiquetez silencieusement distraction, respirez avec une expiration plus longue et revenez au point exact où vous avez interrompu. Chaque retour est une répétition qui renforce le muscle. Si la pensée se disperse, appliquez l'encre d'une phrase brève aux faits ou seulement à ce qui est contrôlable pour retrouver la direction. L'attention se nourrit de préparation physique. Avant un bloc exigeant, faites 2 minutes de respiration nasale lente, détachez la langue du palais, détendez les épaules et alignez la colonne. Le corps immobile réduit le bruit interne et facilite la stabilité mentale. Distribuez la journée en cycles de concentration profonde avec de très courtes pauses actives pour s'étirer, s'hydrater et s'oxygéner. Évitez de vérifier les messages pendant ces pauses, car vous réactiverez les circuits d'urgence et gaspillerez l'attraction. À la fin de chaque cycle, enregistrez ce qui a été accompli et définissez la prochaine étape concrète. Cette comptabilité renforcera l'habitude avec des preuves. Exercez l'attention dans les conversations. Écoutez sans interrompre, résumez à voix basse ce que vous comprenez. Posez une question qui clarifie les faits et seulement après, offrez votre point de vue. Cet ordre protège de l'impulsion de répondre par réflexe émotionnel et vous maintient en contrôle de la narration. Entraînez la sélection du focus pendant la consommation d'informations. Décidez quand, combien et pourquoi entrer, au lieu de vous livrer à un flux infini qui épuise sans construire de critères. Sélectionnez des sources sobres, établissez des horaires spécifiques et abandonnez les contenus qui profitent de votre indignation. L'attention que vous donnez à ce qui est trivial est retirée de vos priorités. L'esprit ne fonctionne pas comme un dépôt ouvert, il fonctionne comme un laboratoire qui nécessite des protocoles. Protégez l'entrée, mesurez les résultats et éliminez le gaspillage. Ajustez l'environnement comme une salle de sport mentale. Table dégagée, outils à portée de main, téléphone loin et objectifs visibles. Créez des rituels de début et de fin. 3 respirations, lecture de l'objectif, première action, enregistrement de ce qui a été accompli et prochaine étape. Pratiquez l'attention en mouvement. Marchez 10 minutes sans écouteurs. Dirigez le regard vers un point éloigné. Respirez par le nez avec une expiration plus longue et revenez au corps lorsque l'esprit divague. Dans les tâches manuelles, liez le focus au rythme de la respiration et à une intention simple, finir avec qualité. Lorsque la rumination surgit,
Traduisez-la en liste d'actions. Si quelque chose ne dépend pas de vous, laissez-le aller avec une expiration lente. Renforcez le muscle avec des limites claires. Prévenez quand vous n'êtes pas disponible. Bloquez les fenêtres de messagerie et protégez les tranches de silence. Le silence n'est pas un luxe, c'est une infrastructure pour penser. Intégrez la révision nocturne. 5. Réinterprétez le conflit comme une épreuve de maîtrise. Le conflit fonctionne comme un simulateur de vol qui introduit des turbulences pour vérifier si vous tenez les commandes ou si le pilote automatique de l'ego domine le cockpit. Il n'apparaît pas pour vous détruire, il apparaît pour mesurer votre discipline. Lorsque vous le cadrez comme un test de stress, vous arrêtez de vous battre pour le prestige et commencez à démontrer un contrôle intérieur sous pression. Le premier instrument est le corps, car il avertit avant la voix. Respiration courte, mâchoire serrée, épaules levées et regard étroit indiquent que l'émotion essaie de prendre le volant. Découplez avec des expirations plus longues que les inspirations. Détendez la langue du palais, abaissez les épaules et alignez la colonne. Cet ajustement réduit l'activation et rend la perception plus fine. Ensuite, posez une question qui ouvre l'espace mental. Que veux-je accomplir ici ? La clarté, la limite ou la solution. Nommer l'objectif transforme le choc en tâche concrète et marque la direction. Si vous cherchez la clarté, demandez des faits spécifiques. Si vous cherchez une limite, exprimez-la avec fermeté et courtoisie. Si vous cherchez une solution, définissez la prochaine action vérifiable. Évitez les attaques personnelles, le sarcasme et les diagnostics de caractère. Gardez le focus sur les comportements, les données et les accords. Appliquez la dichotomie du contrôle comme un scalpel. Vous ne choisissez pas ce que l'autre dit ou fait. Vous choisissez l'interprétation, le ton et le prochain mouvement. Séparez la personne du comportement avec une règle sobre. Je reçois le point, pas le ton. Si nous changeons la forme, nous continuons. Recadrez avec précision. Discutons des données, des critères et des étapes mesurables. Avant de répondre, exécutez le protocole en 3 phases. Pause, question, procédure. Faites une pause de 2 respirations pour briser l'inertie. Posez votre véritable objectif et nommez-le à voix basse. Procédez avec une phrase courte qui oriente la conversation vers le concret. Revoyons le début. Définissons les responsabilités et les délais. Modulez la voix. Ralentissez et maintenez une posture haute. Ce rythme désactive les escalades et communique le commandement. Si des attaques personnelles apparaissent, utilisez des limites sans venin. Je n'accepte pas ce ton. Si nous revenons au respect, je continue. Sinon, je termine la conversation. Respectez ce que vous avez dit avec cohérence et sans drame. Dans les négociations difficiles, préparez des scripts sobres. Ce dont j'ai besoin, ce que je concède, ce que je ne franchis pas. Entrez avec cette boussole visible et souvenez-vous qu'une concession tactique n'équivaut pas à une reddition, elle équivaut à une direction. Si la conversation tourne en rond, changez le format. Résumé écrit, liste de désaccords, critères de décision et date pour résoudre. Le papier refroidit l'émotion et ordonne la pensée. Prenez soin du carburant qui soutient votre régulation. Sommeil suffisant, hydratation, alimentation stable et mouvement pour décharger la tension. Avant les rencontres à haute tension, préparez le système avec une respiration nasale lente et une intention écrite qui guide le ton. Après chaque choc, faites une brève révision. Qu'est-ce qui a déclenché la turbulence? Qu'avez-vous bien fait? Qu'allez-vous faire différemment? Transformez la leçon en micro-engagement et en encre verbale. Au fait, seulement ce qui est contrôlable, moins de réaction, plus de direction. Réinterpréter n'implique pas de permettre l'abus. La maîtrise fixe les conséquences. Si un manque de respect se répète, avertissez une fois. Documentez et exécutez le protocole convenu. Je retire mon temps. Je monte par le canal correct. Je ferme l'accès pendant une période raisonnable. Évitez les batailles inutiles. Demandez sobrement si la discussion affecte vos valeurs, votre travail ou votre paix. Si ce n'est pas le cas, laissez-la aller avec une longue expiration.
Dans chaque scène, pratiquez le triangle opératif. Respirer, nommer, cadrer. Respirez pour réduire le bruit, nommer l'objectif et cadrer avec les faits. Chaque turbulence bien gérée renforce vos commandes, protège votre énergie et affine votre jugement. 6. Ne réagis pas, décide. Dans la vie quotidienne, chaque interaction est comme être devant un échiquier où toutes les actions ne méritent pas une réponse immédiate. Celui qui réagit sans réfléchir déplace des pièces simplement sous l'impulsion du moment, laissant des vides que l'adversaire ou la situation exploite. Celui qui décide calmement choisit des actions qui renforcent sa position à long terme, même si cela signifie ne pas bouger de pion à ce moment-là. La réaction naît de l'instinct, du besoin de combler un vide inconfortable. La décision découle de la stratégie, de la clarté pour évaluer l'ensemble du terrain avant d'agir. La différence entre les deux détermine si votre journée se termine en victoire ou en épuisement. La première étape pour décider au lieu de réagir est de ralentir l'esprit lorsque la tension monte. Un message offensant, un regard chargé ou une nouvelle inattendue déclenche l'impulsion de répondre immédiatement, mais à ce moment-là, votre jugement est contaminé par l'adrénaline. C'est là qu'intervient la pause tactique. 3 respirations profondes, épaules vers le bas, mâchoire détendue, attention sur la plante des pieds. Cette ancre physique coupe le circuit automatique et vous redonne le contrôle. Ensuite, analysez la scène comme un observateur externe. Demandez-vous ce qui se passe réellement. Quelle est l'intention derrière ce que vous avez entendu ou vu et si la situation nécessite une action ou simplement de la distance. Souvent, réagir, c'est donner à l'autre le contrôle du scénario, tandis que décider, c'est le réécrire selon vos propres termes. Si une réponse est nécessaire, définissez l'objectif avant d'ouvrir la bouche ou d'appuyer sur une touche. Voulez-vous résoudre, fixer une limite, clarifier ou simplement marquer votre position? La clarté de l'objectif est votre bouclier contre les réponses impulsives. Pour affiner cette habitude, entraînez-vous avec le protocole des 3 filtres. D'abord, filtrez par pertinence en vous demandant si cela importe vraiment dans une semaine ou un mois. Ensuite, filtrez par contrôle en vérifiant si vous avez réellement le pouvoir de changer le résultat. Enfin, filtrez par impact en évaluant si votre intervention améliorera la situation ou ne fera qu'alimenter le conflit. Si cela échoue à l'un de ces filtres, le meilleur coup est le silence ou le retrait. Dans les conversations tendues, utilisez un langage qui indique un choix, pas une réaction. Au lieu de « je n'aime pas ce que tu as dit », optez pour « je préfère que nous parlions de faits ». Au lieu de « tu as tort », utilisez « l'information que je gère est différente, revoyons ensemble ». Cette subtilité n'est pas une douceur inutile, c'est une précision stratégique pour rester en contrôle et éviter que l'émotion de l'autre ne vous emporte. La discipline de décider nécessite un entraînement constant. Commencez par des terrains plus petits, répondez aux messages de travail par bloc de temps et non dès leur arrivée. Attendez quelques minutes avant de répondre à des critiques sur les réseaux sociaux. Prenez une pause avant de corriger quelqu'un lors d'une réunion. Ces micro-décisions renforcent la résistance à l'urgence et vous préparent pour des moments critiques. Vous devez également prendre soin du terrain où vos décisions sont prises. Le repos, l'alimentation et la gestion du stress font partie de l'équation, car un esprit épuisé réagit. Un esprit en équilibre évalue et choisit. Un leader interne n'est pas celui qui a la réponse la plus rapide, mais celui qui sait quand parler, quand agir et quand laisser le temps faire son travail. Chaque jour, revoyez 3 moments où vous avez choisi de réagir et comment le résultat aurait changé si vous aviez décidé. Ce n'est pas un exercice pour vous punir, mais pour affiner votre œil et reconnaître des schémas. 7. Utilise chaque offense comme un miroir, pas comme une épée. Une offense est comme une pierre, lancée dans un lac tranquille. La vague qu'elle génère ne dépend pas de la pierre, mais de la surface qu'elle frappe. Si l'eau est calme, les vagues se dissipent rapidement. Si elle est agitée, les vagues s'amplifient jusqu'à déformer tout reflet. Il en va de même pour toi.
L'offense révèle plus sur l'état de ton intérieur que sur l'intention de l'autre. L'utiliser comme une épée, c'est répondre avec la même arête qui t'a blessé, perpétuant le cycle d'attaque et de défense. L'utiliser comme un miroir, c'est observer quelle partie de toi a réagi, quelle insécurité a été touchée et quelles leçons tu peux en tirer pour renforcer ton centre. La première étape pour appliquer ce principe est d'interrompre l'impulsion de contre-attaquer. L'esprit entraîné ne se demande pas immédiatement « comment puis-je riposter ?» mais « pourquoi cela m'a-t-il fait mal ?» Cette première question est inconfortable, car elle oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à fixer son regard sur l'agresseur. Cependant, c'est là que se trouve le gain. Tu découvres des zones non travaillées, des croyances rigides ou des attentes qui te rendent vulnérable. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais bien l'interprétation que tu en fais. L'offense devient alors un outil de diagnostic personnel. Lorsque tu reçois un commentaire blessant, identifie sa nature. Est-ce une critique déguisée, une attaque directe, une moquerie? Ensuite, évalue son contenu avec 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce contrôlable? Si c'est vrai, utilise-le comme point d'amélioration. Si c'est utile, note-le et décide comment agir. Si ce n'est pas contrôlable, laisse-le partir sans épuisement. Ce processus nécessite de la pratique, car l'ego cherchera à s'imposer pour défendre l'image que tu as de toi. C'est là que la métaphore du miroir devient clé. Un miroir ne répond pas, il reflète simplement avec précision ce qui est devant lui. Dans la pratique quotidienne, transforme l'offense en entraînement émotionnel. Un collègue de travail te ridiculise devant les autres. Pause, analyse si la moquerie reflète une faiblesse de ta part ou un besoin de protagonisme de l'autre. Si c'est la seconde option, ne lui donne pas le carburant de ta réaction. Un membre de ta famille critique ta décision personnelle. Demande-toi si cette opinion change la validité de ton choix ou si elle n'est qu'une projection de ses propres peurs. En restant observateur, tu romps le schéma de répondre avec la même énergie que tu reçois. Il est important de préciser que l'utilisation de l'offense comme miroir ne signifie pas tolérer des abus ou des humiliations constants. Cela signifie que, avant d'agir, tu filtres l'émotion et tu réponds avec direction. Si une limite doit être fixée, elle est établie fermement, sans ajouter de violence inutile. 1. Je n'accepterai pas ce traitement, dit avec une voix stable et une posture sûre à plus de poids qu'un cri. L'autocontrôle n'est pas passivité, c'est stratégie. Pour renforcer cette compétence, note dans un cahier 3 offenses reçues dans la semaine, ta réaction initiale et ce que le miroir t'a montré. Tu remarqueras peut-être que certaines critiques éveillent l'insécurité dans des domaines où tu doutes encore de toi-même. Cette information est de l'or pour ton développement, car elle indique où travailler. De plus, renforce ta narration interne avec des phrases ancres. Cela parle d'eux, pas de moi. Ce qui me dérange me montre où je dois grandir. Ma réponse définit ma force. En transformant chaque offense en miroir, tu réduis l'impact émotionnel et tu augmentes ta capacité à apprendre de n'importe quelle situation. Avec le temps, tu remarqueras que ce qui te dérangeait avant ne touche maintenant que la surface. L'eau continue de recevoir des pierres, mais reste suffisamment sereine pour refléter avec clarté. 8. Fais de la maîtrise émotionnelle ta plus grande révolution. La maîtrise émotionnelle n'est pas un mur froid qui bloque tout. Elle ressemble plutôt à un barrage intelligent qui régule le flux de l'eau pour ne pas détruire ce que tu as construit. Les émotions sont des courants puissants. Elles peuvent alimenter des moulins qui génèrent de l'énergie pour tes objectifs, ou tout dévaster si les vannes s'ouvrent sans contrôle. La véritable révolution personnelle n'est pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de décider quand, comment et où diriger cette force. Dans un monde qui récompense la réaction immédiate et l'exposition constante des humeurs, apprendre à te gouverner devient un acte contre-culturel, une rébellion silencieuse qui te sépare du bruit. Contrôler tes émotions ne signifie pas les réprimer jusqu'à ce qu'elles explosent, mais les reconnaître au moment précis où elles apparaissent, les étiqueter sans jugement et leur donner un cours utile.
Si tu ressens de la colère, tu peux la canaliser en une limite claire et bien exprimée. Si tu ressens de la peur, tu peux l'utiliser comme une alerte pour mieux te préparer. Si tu ressens de la tristesse, tu peux la transformer en réflexion et en connexion authentique avec les autres. C'est la différence entre être esclave de ce que tu ressens et le transformer en carburant. Pour y parvenir, tu as besoin d'un système de surveillance interne. Observe ta respiration, ta posture, la tension dans ton corps. Quand quelque chose se modifie, demande-toi quelle émotion se cache derrière et ce qui l'a déclenchée. Fais-le avec curiosité, non avec censure. Ensuite, décide si la situation nécessite une action immédiate, une pause pour réfléchir ou simplement la laisser passer. Cet acte de choisir avant d'agir est le cœur de la maîtrise émotionnelle. Pratique chaque jour avec de petites situations. Un retard dans le trafic, un message qui n'arrive pas, une conversation qui ne coule pas. Utilise ces moments comme un entraînement pour rester présent et concentré sur ce que tu peux contrôler. Répète mentalement des phrases ancres comme « Cela ne mérite pas mon énergie » ou « Ma réponse définit le résultat ». Avec le temps, ton seuil de réaction s'élève et ce qui te perturbait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi. La maîtrise émotionnelle nécessite également un engagement envers ton bien-être physique et mental. Dormir suffisamment, bien manger, bouger tous les jours et réserver des moments de silence sont des piliers qui renforcent ta capacité à rester équilibré. Tu ne peux pas espérer avoir un esprit clair dans un corps épuisé. C'est ta révolution. Ne pas permettre que l'extérieur dicte ton état intérieur. Qu'une provocation ne te vole pas ton calme, qu'une mauvaise nouvelle ne te paralyse pas, qu'un éloge ne te rende pas dépendant de l'approbation, que tu sois celui qui décide comment vivre chaque moment, avec fermeté, présence et direction. Si tu as suivi chacun des points précédents, tu as maintenant les outils pour faire de ton esprit un lieu sûr, stable et fort. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais une pratique quotidienne qui redéfinit qui tu es et comment tu affrontes la vie. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde, car il nécessite de la discipline et de l'honnêteté envers toi-même, mais c'est le seul qui te donne la vraie liberté. À partir d'aujourd'hui, chaque situation sera une occasion de te prouver que tu es capable de vivre depuis ton centre, de choisir tes pensées, de faire une pause avant d'agir, de concentrer ton attention, de réinterpréter les conflits, de décider avec clarté, d'utiliser les offenses comme des miroirs et surtout de gouverner tes émotions. C'est la révolution qui transforme ta vie et la protège de toute tempête. Ton esprit est une salle de commandement. Des écrans, des alarmes et des leviers internes qui répondent à chaque mot que tu entends et à chaque souvenir qui s'allume. Lorsque tu cèdes le contrôle, le bruit prend des décisions pour toi. Un commentaire actif déclenche la colère, un souvenir maltraité agit comme un sabotage, une pensée en boucle consomme de l'énergie comme si tu laissais toutes les lumières allumées. Ce n'est pas le monde qui te brise, c'est l'interprétation que tu fais du monde. Le stoïcisme ne sucre pas cette vérité. Tu ne contrôles pas le climat extérieur, tu contrôles les commandes internes. Ton jugement, ton focus, ta réponse. Ce parcours ne promet pas un réconfort facile, il promet une force réelle. Nous allons ajuster les filtres mentaux, couper l'entrée des pensées qui intoxiquent, placer des gardiens à la porte du langage interne et redonner de la discipline au corps lorsque l'émotion tente de prendre le volant. Psychologie profonde pour reconnaître l'ombre qui pousse les réactions automatiques et principes stoïciens pour les transformer en décisions conscientes. Celui qui contrôle ses commandes internes ne vit pas à la merci des caprices d'autrui ni des impulsions momentanées. Il vit avec une tension calme, avec présence et direction. Reste jusqu'à la fin et prends place au centre de contrôle. À partir de maintenant, tes réponses t'appartiennent. 1. Réponds depuis ton centre, pas depuis ta blessure. Ton esprit est un réacteur avec un noyau blindé. Lorsqu'il reste intact, il soutient toute la structure, mais s'il se fissure, toute étincelle externe déclenche une chaîne qui dévore le calme.
Répondre depuis ton centre stabilise ce noyau sous pression. Répondre depuis la blessure ouvre des vannes à l'orgueil, à la peur et au ressentiment. La blessure interprète tout comme une attaque et pousse à gagner des discussions pour ne pas se sentir inférieur. Le centre opère avec discernement, conserve l'énergie et choisit avec sérénité. C'est la norme. Gouvernement interne, pas de théâtre émotionnel. Commence par lire le corps, car le corps prévient avant les mots. Signes de blessure, poitrine comprimée, mâchoire rigide, respiration coupée, mains agitées, regard étroit, idées rapides qui cherchent à punir. Signes de centre, colonne alignée, air qui entre par le nez et sort plus long, épaules détendues, attention ouverte, objectif en premier plan. Quand le pouls monte, ralentis. 2 respirations avec expiration prolongée diminuent l'activation et redonnent le contrôle. Utilise une encre brève avec la paume sur le sternum pour te rappeler que tu décides depuis le noyau. Ce micro-espace est ton interrupteur. Sans lui, l'émotion conduit. Avec lui, tu conduis. Ensuite, dirige la lumière vers la pensée qui essaie de dominer la scène. La blessure parle en absolu, dramatise, exige reconnaissance et déguise la peur en courage. Le centre formule en termes concrets, priorise les objectifs et respecte les limites. Applique la dichotomie du contrôle comme un bistouri. Ce que les autres disent ou font ne dépend pas de toi. Ta lecture et ta conduite, si. Installe une question guide qui coupe le théâtre mental. Quelle réponse honore mes valeurs et protège mon énergie à long terme? Si la conversation monte en température, utilise le protocole en 3 étapes. Pose 2 respirations pour freiner l'inertie. Demande quel objectif réel tu cherches et nomme-le à voix basse. Clarté, limite ou solution. Procède avec des phrases courtes, fermes et sans venin. Je n'accepterai pas ce ton. Révisons les faits. Je ferme la conversation si elle continue. Évite le sarcasme et les étiquettes, car ils nourrissent la blessure et érodent ton autorité interne. Maintiens la posture corporelle comme ancre du message, car le corps communique avant la voix. Si l'environnement insiste pour intensifier le conflit, retire-toi avec composture et planifie une révision à froid. Te retirer ne signifie pas te rendre, cela signifie préserver le commandement pour répondre mieux. L'important n'est pas de gagner le moment, mais de maintenir le gouvernement intérieur tout au long de la journée. Entraîne-toi chaque jour dans de petits scénarios pour ne pas échouer dans les grands. Prépare des scripts sobres pour des scènes répétées et pratique-les jusqu'à ce qu'ils sortent sans effort. Face au sarcasme, je ne joue pas à ça. Face à la provocation, je ne vais pas réagir, je vais décider. Face à l'injustice, je présente des faits, je garde ma composture et je suis mon processus. Renforce le centre avec une hygiène mentale et des limites claires. Réduis les stimuli qui enflamment l'humeur, limite les discussions stériles, évite les comptes qui vivent de l'indignation et restreins l'accès des personnes qui cherchent un conflit permanent. Nourris ce qui renforce le noyau, lecture sobre, silence opérationnel, mouvement physique pour libérer la tension accumulée. Lorsque l'impulsion de te justifier apparaît, rappelle-toi que le besoin de convaincre est souvent un signe de blessure. La clarté se démontre par des actions cohérentes. Termine la journée avec une révision honnête. Écris 3 moments où tu as agi depuis la blessure et rédige comment aurait été une réponse depuis le centre. Transforme ces apprentissages en micro-engagements pour demain. Garde un slogan opérationnel à portée de langue et utilise-le comme interrupteur lorsque l'environnement exerce une pression. 2. Ne nourris pas les pensées qui t'affaiblissent. Tes pensées sont comme des applications en arrière-plan. Les légères optimisent les ressources. Les toxiques drainent la batterie jusqu'à te laisser sans signal interne. Chaque idée que tu répètes installe un processus qui consomme de l'énergie, tend le corps et fixe l'humeur. Si tu nourris des récits de défaite, la respiration se raccourcit et le focus se réduit à l'erreur. Si tu choisis des pensées fonctionnelles, il reste de la place pour décider. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de l'hygiène mentale. Filtrer ce qui entre, soutenir ce qui aide et rejeter ce qui intoxique.
Premier pas, détecter. Les pensées qui affaiblissent ont tendance à sonner comme ça. Je ne suis pas à la hauteur, tout se complique, je suis sûr qu'ils vont m'attaquer, je ne change jamais. Reconnais-les par leur ton absolu, par l'urgence et par le drame. Quand ils apparaissent, étiquette, distorsion. Les nommer brise le sort et te rend ta position d'observateur. Deuxième pas, examiner. Demande avec sobriété. Cette pensée est-elle exacte, utile et contrôlable? Si elle ne remplit pas ces trois conditions, elle ne mérite pas plus de ressources. Troisième pas, remplacer. Remplace la phrase toxique par une formulation fonctionnelle. Je ne peux pas faire face à ça. Par je peux faire face à la prochaine étape. Tout est contre moi par je me concentre sur ce qui dépend de moi. Intègre un filtre d'utilité chaque fois que tu remarques une rumination. Formule brève. Ce que je pense, est-ce que ça me renforce ou est-ce que ça m'empoisonne? Si ça empoisonne, interromps le circuit avec une consigne physique et une autre verbale. Consigne physique, 2 respirations profondes avec une expiration plus longue pour réduire l'activation. Consigne verbale, une phrase déclencheur qui redirige l'attention par exemple au fait ou seulement ce qui est contrôlable. Répète sans théâtralité. La répétition ne cherche pas la magie. Elle construit un nouveau câblage par exposition consciente et pratique délibérée. Pratique un audit quotidien des pensées. Le matin, définis 3 lignes directrices qui fonctionnent comme des rails mentaux. Je traite mes idées comme des hypothèses. Je vérifie les faits avant de juger. Mon énergie suit mon attention. Écris-les et lis-les à voix basse avant les conversations tendues. L'après-midi, lorsqu'une boucle de préoccupation surgit, ouvre une note et transforme-la en liste d'actions concrètes. Si quelque chose ne dépend pas de toi, déplace-le dans la colonne « Non contrôlable » et laisse-le partir avec une longue expiration. Ne nourris pas les pensées qui t'humilient sous le masque du réalisme. Le réalisme n'est pas du pessimisme maquillé. Le réalisme inclut les possibilités, le contexte et la marge d'influence. Ne confonds pas non plus la vigilance avec la paranoïa. La vigilance est une présence lucide et un regard sur les données. La paranoïa est une histoire gonflée qui cherche la permission de déborder. Chaque fois que le récit interne exagère les dangers, demande des preuves calmement. Quelle preuve ai-je? Quelle autre lecture est raisonnable? Quelle petite action puis-je faire maintenant? Ton dialogue interne se forme comme une langue. Constamment, correction et utilisation sur le terrain. Évite les contenus qui ne font que provoquer, les contes qui vivent de l'indignation et les conversations qui ne mènent à rien. Guérir le régime mental ne te rend pas naïf. Il te place en position de stratège. L'esprit n'est pas une poubelle publique, c'est un laboratoire. Protège l'entrée, mesure les résultats et améliore les processus. Si tu retombes dans la rumination, évite la punition. Corrige le cap sans drame. Chaque correction est un vote en faveur de ta force. Termine la journée avec un exercice bref. Écris 3 pensées qui ont drainé de l'énergie, 3 reformulations utiles et une petite action liée à chacune. Archive la liste et repose-toi avec la conscience que le système se calibre pendant que tu dors. Demain, tu continueras à affiner l'instrument avec le même critère. Ne nourris pas ce qui soustrait, nourris ce qui soutient. 3. Fais de la pause ton arme secrète. La pause est l'embrayage de l'esprit, le levier qui débraye l'impulsion du mouvement pour que le système ne se casse pas. Sans ce mécanisme, une émotion accélère jusqu'à la limite, une provocation devient un choc et une pensée insistante prend le volant. Avec la pause, tu récupères de la traction, redéfinis ta trajectoire et choisis ta vitesse. Ce n'est pas de la lenteur, c'est du contrôle. Cet intervalle est un laboratoire. Tu réduis le bruit, vérifies les données, alignes l'intention et alors seulement tu agis. Celui qui maîtrise la pause transforme les discussions en dialogue, les impulsions en décision et la tension en direction. Commence par le corps, car le corps marque le feu de signalisation interne. Lorsque tu ressens une pression dans la poitrine, une mâchoire rigide ou une respiration courte,
Active une ancre brève. Posture haute, épaules détendues, langue relâchée, 2 respirations avec une expiration plus longue. Cette micro-intervention réduit l'activation et ouvre un espace pour penser. Ensuite, concentre ton attention sur un point précis de l'environnement ou sur la sensation de l'air sortant par le nez. Nommer en silence ce qui se passe sans jugement, colère présente, ton élevé, urgence de répondre, te rend le rôle d'observateur. Avec un pouls plus bas, formule une question qui coupe le théâtre mental. Que veux-je accomplir ici? Clarté, limite ou solution? Si c'est la clarté, demande des faits spécifiques. Si c'est une limite, exprime-la avec fermeté et courtoisie. Si c'est une solution, propose la prochaine action vérifiable. Évite le sarcasme et les diagnostics de personnes, concentre-toi sur les comportements et les données. La pause ne réprime pas, elle encadre. Elle ne gèle pas non plus, elle dirige. Elle sert à rappeler la dichotomie du contrôle. Tu ne choisis pas les mots des autres, tu choisis ton prochain mouvement. Utilise des phrases déclencheuses qui ordonnent l'esprit, au fait, seulement ce qui est contrôlable. Je réponds quand c'est clair. Dans les conflits tendus, applique un protocole simple. Pause, question, procède. Pose 2 respirations pour briser l'inertie. Questionne l'objectif réel et nomme-le à voix basse. Procède avec une phrase brève, sans venin et avec une intention concrète. Évite les pièges fréquents. Faire une pause n'est pas punir par le silence, ni cacher l'évitement sous l'étiquette de la prudence. Si tu as besoin de temps, dis-le avec transparence et fixe un retour. Je répondrai dans l'après-midi avec l'information complète. Ne prolonge pas la pause au point de perdre une opportunité. Ne la réduis pas non plus à un geste théâtral. Entraîne-la quotidiennement dans des contextes petits pour ne pas échouer dans les grands. Pratique avec la boîte de réception. Avant de répondre à un message, 3 respirations et un but. Informer, demander, décider. Pratique sur la route. Face à un coup de klaxon, respire, vérifie les rétroviseurs, maintiens ta voix. Pratique en réunion. Lorsque tu ressens l'envie d'interrompre, compte jusqu'à 3 et demande des faits. Alimente le réflexe avec une routine brève au réveil. 3 respirations, une intention écrite, aujourd'hui je fais une pause avant de répondre, et une ligne directrice, moins de réaction, plus de direction. Prends soin de ton alimentation mentale, réduis les stimuli qui enflamment l'humeur et les conversations qui ne mènent à rien. Ajoute des espaces de silence opérationnel et de mouvement physique pour décharger l'excès d'activation. À la fin de la journée, note 2 scènes où tu as bien fait une pause et une où une pause a manqué. Décris ce que tu feras différemment demain. Cette comptabilité intime consolide l'habitude. Chaque pause est un vote en faveur de ton gouvernement intérieur. Chaque vote renforce ta confiance silencieuse. Et quand le coup émotionnel arrivera, tu ne chercheras pas de magie. Tu exécuteras une procédure sobre qui te maintient au centre. Pause, observe, encadre, décide. C'est ton arme secrète pour protéger la paix, soutenir la force et diriger l'émotion sans la nier. 4. Entraînez votre attention comme si c'était un muscle. L'attention fonctionne comme une fibre musculaire qui se renforce avec une tension bien gérée et s'atrophie avec des stimuli sans but. Un focus entraîné soutient des conversations difficiles, étudie en profondeur et détecte des signaux subtils avant de décider. Un focus faible se perd parmi les notifications, saute entre les tâches et finit épuisé sans résultat réel. L'entraînement exige 3 principes: charge progressive, technique correcte et repos stratégique. La charge progressive signifie augmenter la difficulté de manière graduelle pour construire la résistance sans casser le système. La technique correcte équivaut à exécuter avec posture, respiration et méthode, car l'excellence sans méthode ne se soutient pas. Le repos stratégique évite la fatigue inutile et consolide l'apprentissage. Commencez par un protocole simple. Définissez un objectif concret. Convertissez l'intention en une unité d'action vérifiable et engagez un bloc d'attention continue. Mettez un minuteur silencieux. Éliminez les stimuli superflus et décidez que pendant le bloc, seule cette tâche existe.
Lorsque l'impulsion d'échapper apparaît, étiquetez silencieusement distraction, respirez avec une expiration plus longue et revenez au point exact où vous avez interrompu. Chaque retour est une répétition qui renforce le muscle. Si la pensée se disperse, appliquez l'encre d'une phrase brève aux faits ou seulement à ce qui est contrôlable pour retrouver la direction. L'attention se nourrit de préparation physique. Avant un bloc exigeant, faites 2 minutes de respiration nasale lente, détachez la langue du palais, détendez les épaules et alignez la colonne. Le corps immobile réduit le bruit interne et facilite la stabilité mentale. Distribuez la journée en cycles de concentration profonde avec de très courtes pauses actives pour s'étirer, s'hydrater et s'oxygéner. Évitez de vérifier les messages pendant ces pauses, car vous réactiverez les circuits d'urgence et gaspillerez la traction. À la fin de chaque cycle, enregistrez ce qui a été accompli et définissez la prochaine étape concrète. Cette comptabilité renforcera l'habitude avec des preuves. Exercez l'attention dans les conversations. Écoutez sans interrompre, résumez à voix basse ce que vous comprenez. Posez une question qui clarifie les faits et seulement après, offrez votre point de vue. Cet ordre protège de l'impulsion de répondre par réflexe émotionnel et vous maintient en contrôle de la narration. Entraînez la sélection du focus pendant la consommation d'informations. Décidez quand, combien et pourquoi entrer, au lieu de vous livrer à un flux infini qui épuise sans construire de critères. Sélectionnez des sources sobres, établissez des horaires spécifiques et abandonnez les contenus qui profitent de votre indignation. L'attention que vous donnez à ce qui est trivial est retirée de vos priorités. L'esprit ne fonctionne pas comme un dépôt ouvert, il fonctionne comme un laboratoire qui nécessite des protocoles. Protégez l'entrée, mesurez les résultats et éliminez le gaspillage. Ajustez l'environnement comme une salle de sport mentale. Table dégagée, outils à portée de main, téléphone loin et objectifs visibles. Créez des rituels de début et de fin. 3 respirations, lecture de l'objectif, première action, enregistrement de ce qui a été accompli et prochaine étape. Pratiquez l'attention en mouvement. Marchez 10 minutes sans écouteurs. Dirigez le regard vers un point éloigné. Respirez par le nez avec une expiration plus longue et revenez au corps lorsque l'esprit divague. Dans les tâches manuelles, liez le focus au rythme de la respiration et à une intention simple, finir avec qualité. Lorsque la rumination surgit, traduisez-la en liste d'actions. Si quelque chose ne dépend pas de vous, laissez-le aller avec une expiration lente. Renforcez le muscle avec des limites claires. Prévenez quand vous n'êtes pas disponible, bloquez les fenêtres de messagerie et protégez les tranches de silence. Le silence n'est pas un luxe, c'est une infrastructure pour penser. Intégrez la révision nocturne. 5. Réinterprétez le conflit comme une épreuve de maîtrise. Le conflit fonctionne comme un simulateur de vol qui introduit des turbulences pour vérifier si vous tenez les commandes ou si le pilote automatique de l'ego domine le cockpit. Il n'apparaît pas pour vous détruire, il apparaît pour mesurer votre discipline. Lorsque vous le cadrez comme un test de stress, vous arrêtez de vous battre pour le prestige et commencez à démontrer un contrôle intérieur sous pression. Le premier instrument est le corps, car il avertit avant la voix. Respiration courte, mâchoire serrée, épaules levées et regard étroit indiquent que l'émotion essaie de prendre le volant. Découplez avec des expirations plus longues que les inspirations, détendez la langue du palais, abaissez les épaules et alignez la colonne. Cet ajustement réduit l'activation et rend la perception plus fine. Ensuite, posez une question qui ouvre l'espace mental. Que veux-je accomplir ici ? La clarté, la limite ou la solution. Nommer l'objectif transforme le choc en tâche concrète et marque la direction. Si vous cherchez la clarté, demandez des faits spécifiques. Si vous cherchez une limite, exprimez-la avec fermeté et courtoisie. Si vous cherchez une solution, définissez la prochaine action vérifiable. Évitez les attaques personnelles, le sarcasme et les diagnostics de caractère. Gardez le focus sur les comportements, les données et les accords.
Appliquez la dichotomie du contrôle comme un scalpel. Vous ne choisissez pas ce que l'autre dit ou fait. Vous choisissez l'interprétation, le ton et le prochain mouvement. Séparez la personne du comportement avec une règle sobre. Je reçois le point, pas le ton. Si nous changeons la forme, nous continuons. Recadrez avec précision. Discutons des données, des critères et des étapes mesurables. Avant de répondre, exécutez le protocole en 3 phases. Pause, question, procédure. Faites une pause de 2 respirations pour briser l'inertie. Posez votre véritable objectif et nommez-le à voix basse. Procédez avec une phrase courte qui oriente la conversation vers le concret. Revoyons le début. Définissons les responsabilités et les délais. Modulez la voix, ralentissez et maintenez une posture haute. Ce rythme désactive les escalades et communique le commandement. Si des attaques personnelles apparaissent, utilisez des limites sans venin. Je n'accepte pas ce ton. Si nous revenons au respect, je continue. Sinon, je termine la conversation. Respectez ce que vous avez dit avec cohérence et sans drame. Dans les négociations difficiles, préparez des scripts sobres. Ce dont j'ai besoin, ce que je concède, ce que je ne franchis pas. Entrez avec cette boussole visible et souvenez-vous qu'une concession tactique n'équivaut pas à une reddition, elle équivaut à une direction. Si la conversation tourne en rond, changez le format. Résumé écrit, liste de désaccords, critères de décision et date pour résoudre. Le papier refroidit l'émotion et ordonne la pensée. Prenez soin du carburant qui soutient votre régulation. Sommeil suffisant, hydratation, alimentation stable et mouvement pour décharger la tension. Avant les rencontres à haute tension, préparez le système avec une respiration nasale lente et une intention écrite qui guide le ton. Après chaque choc, faites une brève révision. Qu'est-ce qui a déclenché la turbulence? Qu'avez-vous bien fait? Qu'allez-vous faire différemment? Transformez la leçon en micro-engagement et en encre verbale. Au fait, seulement ce qui est contrôlable, moins de réaction, plus de direction. Réinterpréter n'implique pas de permettre l'abus. La maîtrise fixe les conséquences. Si un manque de respect se répète, avertissez une fois. Documentez et exécutez le protocole convenu. Je retire mon temps. Je monte par le canal correct. Je ferme l'accès pendant une période raisonnable. Évitez les batailles inutiles. Demandez sobrement si la discussion affecte vos valeurs, votre travail ou votre paix. Si ce n'est pas le cas, laissez-la aller avec une longue expiration. Dans chaque scène, pratiquez le triangle opératif. Respirez, nommez, cadrez. Respirez pour réduire le bruit, nommez l'objectif et cadrez avec les faits. Chaque turbulence bien gérée renforce vos commandes, protège votre énergie et affine votre jugement. 6. Ne réagis pas, décide. Dans la vie quotidienne, chaque interaction est comme être devant un échiquier où toutes les actions ne méritent pas une réponse immédiate. Celui qui réagit sans réfléchir déplace des pièces simplement sous l'impulsion du moment, laissant des vides que l'adversaire ou la situation exploite. Celui qui décide calmement choisit des actions qui renforcent sa position à long terme, même si cela signifie ne pas bouger de pion à ce moment-là. La réaction naît de l'instinct, du besoin de combler un vide inconfortable. La décision découle de la stratégie, de la clarté pour évaluer l'ensemble du terrain avant d'agir. La différence entre les deux détermine si votre journée se termine en victoire ou en épuisement. La première étape pour décider au lieu de réagir est de ralentir l'esprit lorsque la tension monte. Un message offensant, un regard chargé ou une nouvelle inattendue déclenche l'impulsion de répondre immédiatement, mais à ce moment-là, votre jugement est contaminé par l'adrénaline. C'est là qu'intervient la pause tactique. 3 respirations profondes, épaules vers le bas, mâchoire détendue, attention sur la plante des pieds. Cette ancre physique coupe le circuit automatique et vous redonne le contrôle. Ensuite, analysez la scène comme un observateur externe. Demandez-vous ce qui se passe réellement. Quelle est l'intention derrière ce que vous avez entendu ou vu et si la situation nécessite une action ou simplement de la distance. Souvent,
Réagir, c'est donner à l'autre le contrôle du scénario, tandis que décider, c'est le réécrire selon vos propres termes. Si une réponse est nécessaire, définissez l'objectif avant d'ouvrir la bouche ou d'appuyer sur une touche. Voulez-vous résoudre, fixer une limite, clarifier ou simplement marquer votre position? La clarté de l'objectif est votre bouclier contre les réponses impulsives. Pour affiner cette habitude, entraînez-vous avec le protocole des 3 filtres. D'abord, filtrez par pertinence en vous demandant si cela importe vraiment dans une semaine ou un mois. Ensuite, filtrez par contrôle en vérifiant si vous avez réellement le pouvoir de changer le résultat. Enfin, filtrez par impact en évaluant si votre intervention améliorera la situation ou ne fera qu'alimenter le conflit. Si cela échoue à l'un de ces filtres, le meilleur coup est le silence ou le retrait. Dans les conversations tendues, utilisez un langage qui indique un choix, pas une réaction. Au lieu de « je n'aime pas ce que tu as dit », optez pour « je préfère que nous parlions de faits ». Au lieu de « tu as tort », utilisez « l'information que je gère est différente, revoyons ensemble ». Cette subtilité n'est pas une douceur inutile, c'est une précision stratégique pour rester en contrôle et éviter que l'émotion de l'autre ne vous emporte. La discipline de décider nécessite un entraînement constant. Commencez par des terrains plus petits, répondez aux messages de travail par bloc de temps et non dès leur arrivée. Attendez quelques minutes avant de répondre à des critiques sur les réseaux sociaux. Prenez une pause avant de corriger quelqu'un lors d'une réunion. Ces micro-décisions renforcent la résistance à l'urgence et vous préparent pour des moments critiques. Vous devez également prendre soin du terrain où vos décisions sont prises. Le repos, l'alimentation et la gestion du stress font partie de l'équation, car un esprit épuisé réagit. Un esprit en équilibre évalue et choisit. Un leader interne n'est pas celui qui a la réponse la plus rapide, mais celui qui sait quand parler, quand agir et quand laisser le temps faire son travail. Chaque jour, revoyez 3 moments où vous avez choisi de réagir et comment le résultat aurait changé si vous aviez décidé. Ce n'est pas un exercice pour vous punir, mais pour affiner votre œil et reconnaître des schémas. 7. Utilise chaque offense comme un miroir, pas comme une épée. Une offense est comme une pierre, lancée dans un lac tranquille. La vague qu'elle génère ne dépend pas de la pierre, mais de la surface qu'elle frappe. Si l'eau est calme, les vagues se dissipent rapidement. Si elle est agitée, les vagues s'amplifient jusqu'à déformer tout reflet. Il en va de même pour toi. L'offense révèle plus sur l'état de ton intérieur que sur l'intention de l'autre. L'utiliser comme une épée, c'est répondre avec la même arête qui t'a blessé, perpétuant le cycle d'attaque et de défense. L'utiliser comme un miroir, c'est observer quelle partie de toi a réagi, quelle insécurité a été touchée et quelles leçons tu peux en tirer pour renforcer ton centre. La première étape pour appliquer ce principe est d'interrompre l'impulsion de contre-attaquer. L'esprit entraîné ne se demande pas immédiatement « comment puis-je riposter ?», mais « pourquoi cela m'a-t-il fait mal ?» Cette première question est inconfortable, car elle oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à fixer son regard sur l'agresseur. Cependant, c'est là que se trouve le gain. Tu découvres des zones non travaillées, des croyances rigides ou des attentes qui te rendent vulnérable. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les paroles des autres, mais bien l'interprétation que tu en fais. L'offense devient alors un outil de diagnostic personnel. Lorsque tu reçois un commentaire blessant, identifie sa nature. Est-ce une critique déguisée, une attaque directe, une moquerie? Ensuite, évalue son contenu avec 3 filtres. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce contrôlable? Si c'est vrai, utilise-le comme point d'amélioration. Si c'est utile, note-le et décide comment agir. Si ce n'est pas contrôlable, laisse-le partir sans épuisement. Ce processus nécessite de la pratique, car l'ego cherchera à s'imposer pour défendre l'image que tu as de toi. C'est là que la métaphore du miroir devient clé. Un miroir ne répond pas, il reflète simplement avec précision ce qui est devant lui. Dans la pratique quotidienne, transforme l'offense en entraînement émotionnel. Un collègue de travail te ridiculise devant les autres. Pause,
Analyse si la moquerie reflète une faiblesse de ta part ou un besoin de protagonisme de l'autre. Si c'est la seconde option, ne lui donne pas le carburant de ta réaction. Un membre de ta famille critique ta décision personnelle. Demande-toi si cette opinion change la validité de ton choix ou si elle n'est qu'une projection de ses propres peurs. En restant observateur, tu romps le schéma de répondre avec la même énergie que tu reçois. Il est important de préciser que l'utilisation de l'offense comme miroir ne signifie pas tolérer des abus ou des humiliations constants. Cela signifie que, avant d'agir, tu filtres l'émotion et tu réponds avec direction. Si une limite doit être fixée, elle est établie fermement, sans ajouter de violence inutile. 1. Je n'accepterai pas ce traitement, dit avec une voix stable et une posture sûre, à plus de poids qu'un cri. L'autocontrôle n'est pas passivité, c'est stratégie. Pour renforcer cette compétence, note dans un cahier 3 offenses reçues dans la semaine, ta réaction initiale et ce que le miroir t'a montré. Tu remarqueras peut-être que certaines critiques éveillent l'insécurité dans des domaines où tu doutes encore de toi-même. Cette information est de l'or pour ton développement, car elle indique où travailler. De plus, renforce ta narration interne avec des phrases ancres. Cela parle d'eux, pas de moi. Ce qui me dérange me montre où je dois grandir. Ma réponse définit ma force. En transformant chaque offense en miroir, tu réduis l'impact émotionnel et tu augmentes ta capacité à apprendre de n'importe quelle situation. Avec le temps, tu remarqueras que ce qui te dérangeait avant ne touche maintenant que la surface. L'eau continue de recevoir des pierres, mais reste suffisamment sereine pour refléter avec clarté. 8. Fais de la maîtrise émotionnelle ta plus grande révolution. La maîtrise émotionnelle n'est pas un mur froid qui bloque tout. Elle ressemble plutôt à un barrage intelligent qui régule le flux de l'eau pour ne pas détruire ce que tu as construit. Les émotions sont des courants puissants. Elles peuvent alimenter des moulins qui génèrent de l'énergie pour tes objectifs, ou tout dévaster si les vannes s'ouvrent sans contrôle. La véritable révolution personnelle n'est pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de décider quand, comment et où diriger cette force. Dans un monde qui récompense la réaction immédiate et l'exposition constante des humeurs, apprendre à te gouverner devient un acte contre-culturel, une rébellion silencieuse qui te sépare du bruit. Contrôler tes émotions ne signifie pas les réprimer jusqu'à ce qu'elles explosent, mais les reconnaître au moment précis où elles apparaissent, les étiqueter sans jugement et leur donner un cours utile. Si tu ressens de la colère, tu peux la canaliser en une limite claire et bien exprimée. Si tu ressens de la peur, tu peux l'utiliser comme une alerte pour mieux te préparer. Si tu ressens de la tristesse, tu peux la transformer en réflexion et en connexion authentique avec les autres. C'est la différence entre être esclave de ce que tu ressens et le transformer en carburant. Pour y parvenir, tu as besoin d'un système de surveillance interne. Observe ta respiration, ta posture, la tension dans ton corps. Quand quelque chose se modifie, demande-toi quelle émotion se cache derrière et ce qui l'a déclenché. Fais-le avec curiosité, non avec censure. Ensuite, décide si la situation nécessite une action immédiate, une pause pour réfléchir ou simplement la laisser passer. Cet acte de choisir avant d'agir est le cœur de la maîtrise émotionnelle. Pratique chaque jour avec de petites situations. Un retard dans le trafic, un message qui n'arrive pas, une conversation qui ne coule pas. Utilise ces moments comme un entraînement pour rester présent et concentré sur ce que tu peux contrôler. Répète mentalement des phrases ancres comme « cela ne mérite pas mon énergie » ou « ma réponse définit le résultat ». Avec le temps, ton seuil de réaction s'élève et ce qui te perturbait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi. La maîtrise émotionnelle nécessite également un engagement envers ton bien-être physique et mental. Dormir suffisamment, bien manger, bouger tous les jours et réserver des moments de silence sont des piliers qui renforcent ta capacité à rester équilibré. Tu ne peux pas espérer avoir un esprit clair dans un corps épuisé. C'est ta révolution. Ne pas permettre que l'extérieur dicte ton état intérieur.
Qu'une provocation ne te vole pas ton calme, qu'une mauvaise nouvelle ne te paralyse pas, qu'un éloge ne te rende pas dépendant de l'approbation. Que tu sois celui qui décide comment vivre chaque moment, avec fermeté, présence et direction. Si tu as suivi chacun des points précédents, tu as maintenant les outils pour faire de ton esprit un lieu sûr, stable et fort. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais une pratique quotidienne qui redéfinit qui tu es et comment tu affrontes la vie. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde, car il nécessite de la discipline et de l'honnêteté envers toi-même, mais c'est le seul qui te donne la vraie liberté. À partir d'aujourd'hui, chaque situation sera une occasion de te prouver que tu es capable de vivre depuis ton centre, de choisir tes pensées, de faire une pause avant d'agir, de concentrer ton attention, de réinterpréter les conflits, de décider avec clarté, d'utiliser les offenses comme des miroirs et surtout de gouverner tes émotions. C'est la révolution qui transforme ta vie et la protège de toute tempête.